NFT Business, c'est le podcast qui parle de NFT, mais surtout de la façon dont ils vont impacter votre business. Notre podcast vous aide à comprendre les défis et à saisir les opportunités, car oui, ce nouveau monde a besoin d'entrepreneurs comme vous. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Je suis Claudia Lema, experte en transformation des médias, et je présente ce podcast avec Benjamin Boutins-Spark, artiste et consultant NFT. Oui, aujourd'hui nous recevons Rémi Bompard, qui est manager des opérations chez The Sandbox, le fameux métavers dont tout le monde parle, la presse, les gens du Web 3, les gens de l'écosystème, etc. Alors, The Sandbox, tu vas nous expliquer exactement en quoi c'est un métavers décentralisé, en quoi c'est l'avenir du Web 3. Rappelons qu'alors, ici nous sommes à Lisbonne, on est en plein cœur de Lisbonne, dans un merveilleux hôtel. Dans un hall d'hôtel. Dans un grand hall d'hôtel, peut-être qu'il y aura du bruit, parce que demain, nous assistons tous à la non-fongible conférence, qui est un événement européen, de dimension européenne, où tous les acteurs du Web3, tous les acteurs de l'écosystème crypto, etc., NFT, sont là pendant 2 jours. Et tu seras aussi lors de cette conférence. C'est pour ça que nous sommes à Lisbonne, le Sandbox. Rappelons aussi que le Time Magazine a déclaré que The Sandbox était une des 100 entreprises les plus influentes depuis l'année 2021 et l'année 2022. Donc c'est quand même spectaculaire. Ouais. Alors Rémi, ce qui serait intéressant, c'est que tu expliques à nos auditeurs 2 choses. Qui tu es, ce que tu fais, et que tu nous donnes un maximum de détails sur Sandbox et les métaverses. Tu commences par quoi? Bonjour à tous les deux. Oui. Déjà, ce sera un bon début. Bonjour. Donc, comme vous m'avez présenté, je suis Rémi Bompard. J'ai 27 ans. J'ai rejoint Sandbox il y a quelques mois et je suis un ancien entrepreneur dans le domaine du jeu vidéo. Donc mon rôle aujourd'hui en tant que responsable des opérations, c'est de coordonner et d'assister finalement les fondateurs dans le suivi quotidien et l'exécution opérationnelle des équipes de tout type de tâches. Donc pour faire en sorte en fait qu'on atteigne nos objectifs à 6, 8, 12 mois, voire plusieurs années derrière. Okay. Donc le sujet est vraiment de coordonner les différents départements, depuis le marketing au business et derrière la production aussi de nos expériences, pour faire en sorte de délivrer les différents projets. Ok, donc un rôle central dans un projet, dans un énorme projet. Oui, dans une entreprise qui grandit très très vite, puisqu'il y a maintenant plus de une centaine de salariés, même plus je crois. Vous êtes combien? On est 170 à peu près, oui. Répartis entre l'Argentine, oui, la France, la Corée, et derrière avec tout un tas de collègues qui sont aussi répartis partout dans le monde, okay, en télétravail. Ok. Pour que les auditeurs comprennent, tu peux peut-être expliquer ce que c'est The Sandbox? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors The Sandbox, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une plateforme composée de 166 000 parcelles. Ça pourrait s'associer par exemple à des parcelles immobilières. Oui, comme une ville en fait. Exactement. Une ville qui serait découpée en... C'est ça. Ouais. Et dans lesquelles en fait les propriétaires peuvent produire l'expérience qu'ils souhaitent en utilisant des outils qui sont no-code. Donc on n'a pas besoin de développeurs pour créer une expérience dans Sandbox et derrière de la mettre à disposition à la communauté pour que ce soit par exemple un jeu, ça peut être une salle de concert, ça peut être un musée, ça peut être des jeux de plateforme, on peut vraiment aller dans un ensemble en fait d'univers des possibles très très large et faire profiter en fait les utilisateurs de cet ensemble d'écosystèmes. Cet ensemble d'écosystèmes permettant en fait de créer des effets de réseau, et donc finalement aujourd'hui on travaille avec tout un tas de marques qui ont envie de développer leur propre concept dans The Sandbox, et tu peux arriver par exemple par la porte de Snoop Dogg ou par les Schtroumpfs et te retrouver à jouer derrière à Walking Dead ou aller participer à des concerts. Alors attends, ça okay, on va en parler des marques. Super vite. Ça, les marques, c'est très important. Attends, juste avant, rappelons que The Sandbox en français, ça veut dire bac à sable, et c'est une terminologie très gaming. Ça veut dire que bac à sable, pourquoi? Parce qu'on met à votre disposition des outils hyper drag and drop, des choses très faciles à concevoir pour construire sur des territoires qu'on achète. On achète un territoire, on peut construire une galerie, un musée,
une salle de concert, on peut construire des villas, puisque c'est ce que fait Exclusible, et on peut construire des stades, etc. et proposer une expérience à des utilisateurs. Okay. Si je peux peut-être rajouter, effectivement, donc tu parlais de logiciels, c'est 2 logiciels maison qu'on a développés. Le premier qui s'appelle Vox Edit, qui vient vous permettre en fait de créer vos assets. Donc ça peut être une épée, ça peut être une table, une chaise, tout type de contenu qu'on va derrière agencer dans le logiciel qui s'appelle Game Maker. Et là, Game Maker permet de créer l'expérience finale dans laquelle vous allez distribuer vos tables et vos chaises, mettre votre dragon, mettre les quêtes derrière qui vont aussi créer une gamification de l'expérience pour le jeu. Pour tout ça en NFT, évidemment. Exactement. Alors, donc en fait, on peut, si on est une marque, on peut non seulement acheter un LAN, mais profiter des outils que vous mettez à disposition pour créer l'expérience. Ça veut dire que si j'achète un LAN, il ressemble à quoi ? Parce que tu disais 100 développeurs, mais donc est-ce que je dois faire appel à des gens qui vont créer des décors en 3D ou pas ? Alors effectivement, en fait déjà peut-être qu'est-ce qu'une land ? Oui, bonne question, on va t'engager. Une land en fait c'est un espace de terre composé de 96 mètres par 96 mètres sur 128 mètres de hauteur. Sachant que derrière, en fait, les marques peuvent créer des expériences sur toute cette surface-là. 3D donc. Exactement. Et donc ça veut dire que, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on recommande énormément à nos partenaires, quand vous utilisez, si vous voulez optimiser en fait une land dans Sandbox, ça sert à rien de faire quelque chose de flat. Il faut vraiment aller dans la profondeur, dans la hauteur, dans la profondeur aussi, pour créer des souterrains, pour créer des expériences immersives. Exactement. Créer des bâtiments pour justement donner des tu vois, tu t'es trompé tout à l'heure. C'est ce qu'a fait. Oui. Non, c'est ce qu'a fait mon ami Denis Santelli, un artiste qui a acheté un land et qui a créé une installation artistique jusqu'à 128 mètres de hauteur, je crois. Ouais. Donc c'est et on déambule comme ça, très en hauteur. On avait exposé l'expérience de Denis à NFT Paris. Ouais, excellent. Oui. Mais donc ça veut dire que j'entre par où dans The Sandbox ? J'entre avec mon casque. Non, aujourd'hui c'est juste sur l'ordinateur. En fait, justement, ouais, effectivement, c'est ça qui est aussi relativement pratique. C'est que tu as juste à télécharger le jeu. D'accord. Aller sur sandbox.game, télécharger le client du jeu, l'installer et derrière pouvoir accéder à l'univers. Ok, mais donc ça veut dire que je vois à travers mon ordinateur des expériences qui sont en 3D, puisque 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur, mais moi je ne suis pas... Au travers de ton avatar. Au travers de mon avatar, mais moi je ne suis pas immergée. Non, on n'est pas sur une expérience immersive à proprement parler, comme pourrait être de la réalité virtuelle. D'accord. Mais par contre, on donne à l'utilisateur une expérience complète dans laquelle il va projeter sa propre personne au travers de son avatar dans tout un tas d'expériences, et c'est ça en fait le métaverse. Finalement c'est vraiment ça, on n'a pas besoin de rendre la réalité virtuelle. On peut simplement offrir en fait à l'utilisateur tout un tas d'expériences et le faire le transposer en fait dans un univers virtuel dans lequel il va être capable d'exercer en fait ses actions, de participer à des concerts, de participer à des matchs de foot, etc. pour profiter de toutes ces opportunités. Oui, parce que ce que j'ai compris de Sandbox, le truc génial de Sandbox, clairement, c'est qu'avec son petit avatar, on va passer d'un concert, puis après on va passer à un jeu vidéo carrément. Attendez, je vous arrête. Avec le même avatar. Ça veut dire que je vais passer d'un land à l'autre, avec qui appartiennent à différents propriétaires. Exactement. Sans forcément devoir faire des connects chaque fois. Tout à fait. En fait, chaque land aujourd'hui est connecté par un portail. Alors, tout ce que je dis là, évidemment, est à mettre en réserve dans le sens où, pour le moment, le métavers Sandbox n'est pas disponible, n'est pas il n'est pas ouvert au public. Attention, et il est évolutif. En permanence. Ouais. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a lancé en novembre notre toute première alpha. On a lancé courant du mois de mars jusqu'à il y a 2 jours l'alpha V2, qui a été un franc succès. Et
Et donc ces itérations en fait de Sandbox nous permettent nous d'ajouter du contenu, d'ajouter de nouvelles fonctionnalités pour justement tendre de plus en plus vers un horizon des possibles qui soit le plus large en fait. En fait, ce que tu veux dire à nos auditeurs, c'est que si j'écoute le podcast aujourd'hui, enfin demain quand on va le mettre en ligne, ce que tu dis est juste. S'ils l'écoutent dans 6 mois, peut-être qu'il y aura une évolution de la technologie et donc de vos développements qui ne seront plus forcément alignés à ce que tu dis aujourd'hui. Donc apprendre avec des réserves, en sachant qu'en fait on est dans un monde en pleine construction et que le champ des possibles est complètement ouvert. Exactement, et certains types de jeux ou certains types de gameplay, d'expériences en fait qui sont durs à réaliser aujourd'hui dans un sandbox seront probablement possibles demain. On a des updates en fait qui vont arriver assez régulièrement pour justement venir pallier au manque qu'on peut avoir aujourd'hui. Oui. Et alors, moi j'ai une question parce que en fait, donc vos clients ils sont divers et variés. Et c'est pas que des marques qui ont l'intention de prolonger leur expérience avec leur relation client à travers le métaverse. Ça peut être des musées, ça peut être des écoles, ça peut être du tourisme. Enfin, on peut y faire plein de choses dans le métavers. Mais quelque part, eux aussi participent à la construction. Oui, tout à fait. Oui, c'est les utilisateurs qui doivent construire le monde. C'est de la co-création en fait. Effectivement. En fait, c'est pour ça que je présentais Sandbox en parlant de plateforme. Parce que pour moi, Sandbox est le support à la création. Sandbox va fournir les outils de création à des marques, mais aussi et probablement surtout en fait à des utilisateurs lambda qui vont avoir de super idées et qui vont vouloir mettre à disposition leurs expériences en créant de super trucs. La co-création, c'est tout à fait Web3. Hein. Oui, c'est la communauté, la notion de communauté, de faire en sorte que sa communauté soit au cœur en fait de l'écosystème. C'est entièrement le Web3. Oui, il y a des développeurs, enfin des graphistes qui ont un talent artistique et qui créent dans Sandbox, qui créent une lampe, une voiture, une maison, etc. Et ils vendent ça en NFT ensuite. Et les gens sur la marketplace de Sandbox achètent ça en disant moi quand j'aurai plus tard ma villa, ma maison dans The Sandbox, je placerai la table de ce designer. Exactement. Moi j'ai une question, je t'interromps. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir cette connotation gaming? Est-ce qu'on pourrait imaginer dans The Sandbox de créer des expériences beaucoup plus proches de la réalité? Je pense à un exemple très concret. Imaginons que je suis une grande marque de beauté, je dois reproduire le grain de beauté, je dois être au plus près de la réalité humaine. Est-ce qu'on peut aller vers ça? Alors, c'est une question... piège. Ouais. En fait, il faut comprendre qu'on a des limitations techniques dues à nos graphismes. Mais c'est un choix. Ce n'est pas un problème de technicité, un manque de puissance ou quoi que ce soit. On est parti sur du voxel art, donc ce style un petit peu cubique, qui permet en fait d'avoir une accessibilité accrue à tout le monde en fait. Rappelons que le voxel c'est le pixel qu'on connaît en tous, 3D. Mais en 3D. Ouais. Donc c'est un choix affirmé qui est lié à l'identité de Sandbox. Exactement, et on me pose de temps en temps la question en me disant oui mais Rémi, est-ce que demain on aura des super graphismes en 4K, etc. Mais en fait l'objectif c'est pas ça, parce que demain si on veut être dispo sur mobile, si on veut être dispo sur console, sur PC, etc. et avoir un temps de latence optimisé, que ça fonctionne sur n'importe quel type de PC ou de téléphone, il faut que ce soit optimisé. Si demain on veut que un enfant de 12 ans comme un artiste en fait qui a déjà de l'expérience sur des logiciels 3D utilise notre environnement, il faut que ce soit le plus simple possible pour que ce soit accessible à tous. Et le pixel facilite ça, puisque ça demande moins de définition, c'est ça? Non, c'est que tu as alors je sais pas si tu as joué au Lego, mais oui, ou au c'est comme Playmobil, exactement. et en fait tu assembles des
Mais tu assembles des blocs. Oui. Et pour en faire des formes, et c'est exactement ça en fait. Okay. Ça va plus vite de construire une maison avec quelques Lego que d'imaginer une maison ultra réaliste, évidemment. Et puis, il y a quelque chose de très important qu'on va peut-être mentionner, c'est les références culturelles au gaming. C'est-à-dire que tout le monde sait que The Sandbox c'est une référence à Minecraft, c'est une référence à Roblox. Enfin, il y a plein de références à d'autres jeux vidéo qui sont venus avant, et qui utilisent aussi ces voxels, donc ces espèces de pixels en 3 dimensions assez basiques, assez simplifiés, assez simplistes en fait. À la limite, même moi qui ai connu Mario, enfin les anciens jeux des années 90, c'est exactement une référence culturelle à ça. Et on veut s'évader aussi. On n'est pas forcément obligé de retrouver toujours la réalité vraie. Exactement. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de la chose, c'est qu'on peut s'affranchir des règles physiques, par exemple, en renversant l'espace, en imaginant des objets énormes alors que ça pourrait pas être faisable dans la vraie vie. Et tu parlais de Minecraft, Roblox, etc. Ce sont des... En fait, la grosse différence aussi, c'est que on parlait d'utilisateurs, de communauté. Le Web3, la décentralisation, nous permet en fait de valoriser l'utilisateur pour sa création. Là où aujourd'hui, quelqu'un crée une expérience incroyable dans Minecraft, ça appartiendra à Minecraft et il ne pourra pas la monétiser. Donc, la blockchain permet en fait aux créateurs, tu parlais aux bâtisseurs, tu as utilisé je crois le terme tout à l'heure, ça permet vraiment aux bâtisseurs de reprendre la valeur en fait et de leur création. Exactement. Et la propriété. Donc attends, parce que si je comprends bien, si je crée une expérience dans The Sandbox, j'ai acheté le land, la valeur que je vais y amener par ma création m'appartient. Exactement. Mais alors par contre, je veux vraiment préciser quelque chose qui est à mes yeux essentiel. On a 166 000 lands sur Sandbox qui peuvent derrière s'agréger en 3x3, 6x6, etc. Mais on n'a pas besoin d'acheter une land pour créer une expérience. Parce qu'en fait, Game Maker permet de créer des expériences. Mais que tu vis où alors? Sur le land de C'est autres? Juste qu'elles ne seront pas publiées. Mais donc demain, on peut potentiellement imaginer des nouveaux métiers où les gens créent en fait des expériences qu'ils vont ensuite vendre à des propriétaires terriens. D'accord. Et donc, enfin, à des propriétaires de land. Exactement. Oui. Ok. Et donc. C'est-à-dire que l'expérience n'est pas appliquée. En fait, elle est virtuellement. On peut la modéliser. En fait, la land n'est qu'une localisation matricielle. En fait. J'ai compris. Derrière, tout le contenu est hébergé et créé sur Game Maker. Mais donc ce que tu veux dire, c'est que ça crée des nouveaux métiers. Exactement. Et donc tu vas avoir, Benjamin, tu parlais tout à l'heure de marketplace avec des assets créés sur VoxEdit. Donc ça peut être des tables, des chaises, etc. Tout ce qu'on peut imaginer dans une expérience. Mais demain, ça peut être aussi potentiellement des expériences directement. Et quelles compétences il faut pour ça? Effectivement, tu allais sur cette partie-là tout à l'heure. Aujourd'hui, on estime que pour créer une expérience complète, il faut des artistes 3D, un ou deux en moyenne, des animateurs 3D, donc un ou deux aussi en moyenne, ça dépend de la taille de l'expérience, de la timeline aussi à disposition. Animateur, c'est celui qui va utiliser Blender ou... Non, en fait il va utiliser VoxEdit en l'occurrence. L'animateur qui va mettre en mouvement, c'est ça. Va créer une scénographie. Donc, tu crées un chien, tu fais un chien en 3D, c'est la personne qui va l'animer pour faire en sorte qu'il ait un mouvement qui soit cohérent. Donc il y a celui qui, je simplifie, il y a celui qui dessine le chien, il y a celui qui l'anime en 3D, et puis... Et ensuite, tu as ce qu'on appelle les level designers. Un level designer, c'est quelqu'un... Je parlais d'agencer tout à l'heure et de moduler l'espace en fait pour en faire un espace utilisable. C'est cette personne-là. C'est la personne qui va terraformer la land pour en faire une colline, par exemple, pour en faire une cave. Et c'est lui qui va créer par exemple les maisons. On a des architectes par exemple qui sont présents sur Sandbox et qui font de super créations. Tu me parlais d'Exclusible. On a aussi des studios d'architectes qui ont aussi fait des super villas à côté. Et enfin, on a un game designer. Et là, l'importance du game designer dépend simplement aussi de
à quel point l'expérience est gamifiée ou non. Donc là, le game designer va créer des quêtes, va créer une notion de fun en fait. Il va faire le storytelling, il va raconter l'histoire. Pas que. Il va aussi imaginer les mécaniques de jeu. Si par exemple tu sautes, on peut avoir des jeux où on saute sur des plateformes pour générer des sons. Et le faire dans le bon ordre permet de débloquer quelque chose. Mais en fait, cette mécanique-là, elle est imaginée par le game designer. Ok, mais donc c'est génial. Parce qu'en fait, où sont ces gens? Ils ont quel âge? Qu'est-ce qu'ils font comme études? Je veux les voir, je veux les toucher. Ils sont vrais. C'est génial pour les marques en fait. Donc les marques, vous dire aux marques, par exemple, vous pourriez vous associer des compétences de tous ces gens-là, tous ces talents. Non, mais déjà vous devriez prendre conscience qu'il y a tout ça à développer et que ça nécessite de la compréhension et des compétences différentes. Ou alors on peut utiliser sur la marketplace des gens qui ont déjà proposé tout ça. C'est ce que tu disais. Pourquoi pas? Exactement. Ouais. Après, attention, pour le moment, l'accès à la marketplace est encore limité parce qu'on fait de la curation en fait sur le contenu à disposition, etc. Okay. Pour le moment, c'est vrai que c'est des sujets qui sont encore assez contrôlés par nous, mais effectivement, à terme, on a pour vocation de s'ouvrir, de se décentraliser au maximum pour justement permettre au maximum de gens de publier leurs assets et d'en vivre in fine. Est-ce que tu peux nous donner Non, mais rappelons sur la décentralisation, quoi. Rappelons que vous êtes basé sur une blockchain qui est Ethereum. Et forcément à dessein, puisque Ethereum est la première des blockchains pour les NFT, pour la propriété digitale. Et donc ce que tu dis, c'est que tout ce qui se passera dans The Sandbox, on en devient propriétaire via un NFT qui apparaîtra dans son wallet, évidemment, comme on dit tout le temps ici. À chaque épisode, on parle du wallet. C'est la pierre angulaire du Web3. Ce wallet est connecté à Sandbox. Moi, quand je vais sur Sandbox, je connecte mon wallet MetaMask. Et Sandbox me dit, voilà, les assets que vous avez, vous pouvez interagir avec ça. Et exclusivement MetaMask ? Non, justement. Okay. En fait, alors là, effectivement, on parle de Sandbox, mais je pense que c'est un vrai sujet pour l'ensemble des play-to-earn et des différentes sociétés dans le Web3. Quel est le parcours d'onboarding pour un utilisateur lambda? En fait, très franchement, c'est loin d'être accessible à n'importe qui aujourd'hui. Même si c'est simple quand on se renseigne un petit peu, il y a encore une barrière à l'entrée qui est très importante. Qui est laquelle? La création du wallet, tout simplement. Le fait de stocker tes données sur ton MetaMask. Ça veut dire que tu ne peux pas me connecter à Sandbox si je n'ai pas un wallet? Non, alors tu peux justement, on a des partenaires comme Venly qui permettent de créer en fait un wallet. Donc, alors je pense pas que ce soit le lieu ni le moment de rentrer dans les détails, mais en fait Venly effectivement est un wallet qui se crée automatiquement en se connectant avec Facebook ou avec un compte Gmail. Ah oui, ok. Donc en fait on va te créer automatiquement un wallet, mais qui sera moins sécurisé qu'un wallet dont toi seul connais les codes en fait, et la fameuse seed phrase qui est cette clé qui permet d'y accéder. Ouais, tout à fait. Les fameux 12 mots, c'est ça, 12 ou 24 mots qui sont donnés par MetaMask. Alors, conseil à tous ceux qui veulent ouvrir un MetaMask, allez-y d'ailleurs, faites l'expérience. Même si vous ne mettez rien dedans. Ou alors prenez un Ledger. Oui. À y aller, autant. En tout cas, peut-être pas au début. Non, pas au début. Non, mais c'est l'expérience en soi. En tout cas, c'est bien qu'on parle du métavers décentralisé, parce que vous entendez tout le temps parler du métavers ou du métaverse. En anglais, metaverse, mais en français, métavers, parce que c'est un méta-univers, donc on est bien d'accord. Mais vous entendez parler tout le temps de ça. En revanche, nous, ce qui nous intéresse, c'est le métavers décentralisé. C'est bien celui qui est bâti sur une blockchain et qui permet d'utiliser. Là, c'est Ethereum. En l'occurrence pour Sandbox, mais il y en aura peut-être d'autres parce que bientôt vous serez tous interopérables, je pense, avec les d'autres grosses blockchains. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais sachant qu'on développe aussi tout ce qui est layer 2. Pour aller plus vite, exactement. Qui désengorge. C'est un système qui désengorge le réseau principal. Exactement. Ethereum est tellement sollicité aujourd'hui que les frais de transaction, etc., coûtent assez cher. Et donc limite la liquidité, le nombre de transactions, etc. Et donc la plupart des gros projets ont développé des systèmes annexes et s'appuient sur des technologies annexes en fait. Donc nous notamment Polygon pour faire passer des transactions à moindre frais et potentiellement plus rapidement aussi que sur Ethereum. Mais l'idée de Sébastien
Sébastien Borgé, le fondateur de Sandbox, que j'avais entendu l'année dernière en conférence. L'idée optimale, c'était vraiment qu'on puisse se balader dans cette énorme ville, on va dire, qui s'appelle The Sandbox, et acheter un t-shirt virtuel dans un magasin, le mettre lors d'un concert de Snoop Dogg, puis après on marche et on va dans un jeu vidéo où on portera ce t-shirt qu'on a acheté, etc., etc. En fait, on trimballe, on garde sur soi tous ces actifs, ces assets digitaux, tout ce qu'on possède digitalement, on l'amène d'une expérience à une autre, et encore à une autre, sans etc. se limiter à Sandbox. Ah ouais, c'est ça. Donc je peux passer d'un métavers à un autre. Exactement. Alors, aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui est compliqué. Non, on tend vers ça. Voilà. L'objectif est vraiment de... Ok, mais là vous avez dit un truc qui a réveillé la marketeuse en moi. Ça veut dire que si j'ai besoin d'un t-shirt, c'est donc, à un moment donné, je dois l'acheter. Et donc là rentrent les marques qui, est-ce que... Alors, tu me dis si tu peux répondre ou pas, et tu réponds ce que tu veux, mais est-ce que tu penses que c'est le prolongement de la relation e-commerce, de la stratégie e-commerce et de la relation client? Très clairement, dans le sens où je pense que bien travailler l'expérience dans un métaverse, en faisant exprès de ne pas citer que Sandbox, oui. L'expérience dans un métaverse peut être extrêmement performante si on crée des liens entre le physique et le digital. Et on nous a énormément parlé de digitalisation, de tout ce qui était brick and mortar, etc. et de changer ces paradigmes-là pour partir derrière sur des sites internet. Ça, c'était le Web 2, finalement. C'est quitter le physique et partir vers le digital. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a le métavers qui permet de prolonger cette expérience digitale, mais de potentiellement aussi, via des systèmes divers et variés, de rapporter en fait le consommateur final vers les magasins, parce qu'on peut créer des programmes de fidélité qui soient optimisés dans le métavers, mais derrière leur faire gagner en fait, avec la notion de gamification, leur faire gagner en fait des points de fidélité, pourquoi pas, ou des bons de réduction à dépenser en magasin. Donc en fait, je pense que il y a vraiment des expériences hyper profondes en fait à venir développer, qui aujourd'hui n'existent pas. Oui, donc tu veux dire qu'en fait le métaverse, il ne déconnecte pas de la réalité, il peut être un outil pour optimiser l'expérience dans la vraie vie, et donc dans l'expérience du commerce premier en fait, puisque j'imagine que tu parles du social token qui permet donc de créer la relation avec le client, une relation privilégiée en temps réel et adaptée à ses besoins, et ça peut donc oui, donc toi tu penses que le métaverse ne déconnecte pas de la vraie vie? J'espère pas. En fait, en tout cas, et c'est la crainte des marques. Hein. Mais justement, parce qu'elles ne comprennent pas forcément ce qu'on fait. Et parce que c'est aux marques de décider ça. Ouais. Si elles veulent se déconnecter de la vraie vie et ne faire qu'une expérience digitale, elles peuvent. Okay. Par contre, demain, si elles veulent optimiser les atouts, et c'est pour ça que je reparle d'outils, Sandbox n'est pas un jeu. Sandbox n'est pas qu'un jeu, n'est pas qu'un monde de concert, n'est pas qu'un réseau social. Ça peut être un outil de marketing. Complètement. Et en fait, je pense que ça ne vaut pas le coup pour une marque de venir simplement pour faire du digital. Ok. Donc, attends. Donc, je suis consommateur d'une marque que j'adore. Par exemple, je raconte n'importe quoi parce que... Ougan, parce qu'on a vu ça beaucoup sur les réseaux dernièrement. Imagine que je suis vraiment une consommatrice dans la vraie vie de Ougan, et puis je me rends compte qu'ils ont monté une expérience avec Exclusible dans le métaverse. Je vais aller jouer dans le métavers, je vais acheter la version virtuelle de la basket que j'ai peut-être dans la vraie vie, ou que je n'ai pas, ou que je vais peut-être acheter plus tard. Et donc, je vais entrer dans l'univers gaming du métaverse. Je vais peut-être gagner des points qui vont me permettre d'être fidélisé à la marque, qui vont me donner des accès privilégiés à la marque, et donc peut-être d'aller visiter les ateliers de fabrication. Pourquoi pas, ou même derrière gagner une paire unique. Parce que tu as réussi à battre le record d'un certain type d'expérience qu'ils ont développé à tel endroit. Okay.
Voilà. C'est ça l'idée géniale, je comprends. Ça, c'est important que tu parles de ça. En fait, les gens dans le physique pourraient dire allez dans le virtuel, jouer, gagner des points. Gagner votre relation privilégiée à la marque. Mais ensuite, il faut revenir en magasin physique et parler à un humain. C'est une façon d'engager la communauté. Exactement. Ouais. Exactement. Et quand on voit un Snoop Dogg, par exemple, qui est extrêmement présent dans le Web3, c'est pas comme si il était arrivé du jour au lendemain et qu'il avait dit allez, je lance ma collection NFT. Non, il en parle énormément, il est très très impliqué. Donc ça peut faire sens. Mais en plus de ça, il arrive à engager énormément sa fanbase. Et c'est ce petit plus en fait d'engagement qui fait que le fan va devenir encore plus fan et il va être prêt à dépenser X Sand en l'occurrence pour acheter un Early Access Pass qui va lui donner accès en avant-première à l'expérience de Snoop. Oui, donc ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas que le produit à acheter par rapport à une marque, il y a le produit, si j'aime, si j'en ai besoin, mais il y a aussi ce sentiment d'appartenance qui fait que j'ai l'impression d'être en lien avec la marque et d'avoir un rôle à jouer, la communauté. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de marques qui disent oui, bon, mais moi, mes clients, Hogan est un très bon exemple. La clientèle d'Hogan, elle n'est pas du tout gamer. En revanche, elle va chercher, donc elle va engager sa communauté existante et alors, elle va chercher. Je me permets de te couper. Oui, coupe. Pourquoi ils sont peut-être pas gamers? Et oui, quand on sait que la moitié de l'humanité est gamer. Exactement. Ouais. En fait, qu'est-ce que tu appelles? Parce que ça peut être, ça se trouve, c'est des gamers qui jouent à Candy Crush. Et en fait, t'as raison. Ou alors qui joue avec son gamin à Mario Kart sur Switch. C'est vrai. T'as raison. En fait, alors là, c'est tout le monde. Les chiffres, c'est 1 personne sur 3 dans le monde. C'est ça. Donc qu'est-ce que tu appelles? Effectivement, c'est peut-être pas le joueur e-sportif qui fait du League of Legends 4 heures par jour. Comme toi. Comme certaines personnes, effectivement. Mais alors j'ai plus le temps maintenant, mais mais tu vois, en fait aujourd'hui le monde entier vit avec le jeu vidéo et toute la data montre que le jeu vidéo est le moyen le plus engageant qui existe aujourd'hui. Toutes les applications dans le monde des applications, les applications qui génèrent le plus d'argent et qui engagent le plus en termes de rétention leur communauté sont soit des applis de dating, soit des apps de jeux vidéo. Ouais. D'ailleurs, qui disait, c'est de qui cette grande phrase? Derrière chaque grand homme, il y a un enfant qui a envie de jouer. Oui, c'est Nietzsche. Voilà. Derrière chaque homme, il y a chaque adulte, il y a un enfant qui veut jouer. Revenons sur Snoop Dogg parce que Sandbox a marqué un grand coup là-dessus il y a 6 mois avec ce partenariat Snoop Dogg. Snoop Dogg a fait plein de choses. Il a fait des concerts virtuels, il a fait des fêtes dans sa villa, il a acheté plusieurs lindes, etc. Alors attention, il y a beaucoup de choses en production. Alors peut-être. Mais j'aimerais dire qu'il lance une collection de 10 000 avatars. Je crois qu'il y en a 10 000. Ouais, ça a été lancé. Ouais. Voilà. Il y a un mois et demi à peu près. À son effigie. Exactement. À son effigie. Ouais, c'est des déclinaisons de son effigie. On retrouve son style, ses dreadlocks, etc. Et je me dis, tiens, il y a quelque chose d'intéressant parce que c'est vrai que sur les avatars, on va tous avoir un avatar dans le monde virtuel. Et on n'a pas tous envie que notre avatar nous ressemble exactement. Donc on va peut-être pouvoir s'amuser avec un avatar Snoop Dogg. Et je me dis, c'est la suite logique des 10 000 pièces de CryptoPunk, tous ces collectibles qui sont utilisés en PFP, c'est-à-dire en profile picture. Donc sur Twitter, on voit tous les gens du Web3 mettre non plus leur photo, mais mettre un CryptoPunk ou un Bored Ape, enfin mettre un collectible. Et je me dis, on retrouve ce phénomène dans le métavers, dans Sandbox, où on va pouvoir utiliser un Snoop Dogg. C'est très, très, très puissant, ça, en termes d'appartenance à une communauté. Complètement. Et si on revient effectivement sur ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'un fan de Snoop sera extrêmement fier bien sûr. de pouvoir porter un avatar, sachant qu'en plus de ça, ces avatars ont une certaine rareté. Oui, c'est donc ça. en fait, tu as des attributs, des traits qui ont un certain pourcentage et là, tout l'intérêt aussi étant d'obtenir le plus rare. Et donc tu vas avoir des Golden Snoops qui vont avoir là des traits particulièrement rares et qui auront où ils seront quasiment uniques. Je fais partie du clan en fait. Exactement. Ouais, j'en suis. Et il y a 10 000 unités qui ont été sold out en un temps vraiment vraiment mince. Et aujourd'hui, les joueurs peuvent
l'utiliser. Alors, les revendre, mais si c'est des vrais fans, normalement, ils le gardent. Et on a fait la même chose pour la collection NFT World of Women. Ah oui. Ah, c'est vous, World of Women aussi? Alors non, attention, c'est pas nous, World of Women, mais on a fait des avatars World of Women qui ont été en fait rendus accessibles à tout détenteur de World of Women. Ah d'accord, ok. Oui, rappelons qu'il est une grosse collection de collectifs, 10 000 pièces encore. Oui. Mais qui est très puissante, qui fédère une grosse communauté comme les CryptoPunks. Hein. C'est ça. Mais moi, je me mets quand même à la place de la marque. C'est que tous ces gens. Oula, il y a beaucoup de bruit là. Je rappelle qu'on est dans un hall d'hôtel. Mais je me mets à la place de la marque. Quand vous parlez de Snoop Dogg, il a une communauté existante qui est prête à le suivre partout, en fait. Ce qui n'est pas le cas de toutes les communautés. Et il y a parfois des marques qui n'ont pas beaucoup de communautés. Donc comment on l'a construit? D'où l'effet de réseau. Explique. En fait, qu'est-ce qui a fait que Facebook, Instagram, Twitter, etc., YouTube fonctionnent? Quand tu cliques sur une vidéo pour regarder une vidéo de comment faire un cheesecake sur YouTube, tu vas finir par regarder sur comment les volcans se sont formés. Oui, c'est vrai. Enfin, bref, et en fait, fondamentalement, tu n'aurais jamais tapé dans ta barre de recherche comment les volcans sont apparus. Mais in fine, tu finis par passer 2 heures sur YouTube et à regarder cette vidéo. Donc, en fait, tu parlais de... Et là, je réponds surtout à la partie comment gérer une intégration dans le métavers sans avoir forcément une communauté qui est prête à le faire. Je pense qu'il faut jouer le jeu. Il faut jouer sur les codes de notre communauté Web3. Ouais, il faut donner d'abord. Exactement. Il faut être prêt à donner et en fait à remettre le client ou le fan en fait au centre, sans forcément le voir uniquement comme un portefeuille sur pattes. Et derrière, être capable de donner, de proposer en fait du contenu intéressant pour ensuite espérer effectivement récupérer. Donc l'objectif n'est pas de convertir, l'objectif est d'engager. T'as vu ça, la marketeuse ici? Je pense, même si, grâce à l'effet de réseau, je pense qu'on peut aussi tourner ça en outil d'acquisition. Ouais. Acquisition versus engagement. Mais s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'acquisition. C'est-à-dire que la première chose, la première responsabilité d'une marque, c'est d'amener du sens et de l'utilité pour engager la communauté. Et puis après, par ricochet, alors il y a de la transformation de vente et donc de l'acquisition. Effectivement. Ouais. Et ça c'est pour les marques, c'est costaud. Hein. J'aimerais avoir ton avis sur Carrefour qui a marqué les esprits parce qu'ils ont acheté un Land. Et puis il y a par exemple Visa qui a acheté un Bored Ape ou un CryptoPunk, je sais plus. Enfin tout ça pour dire, vous voyez, nous on veut se mettre au Web3, on a compris les codes, on rentre dans la communauté, mais est-ce que tu penses que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin? Est-ce que c'est pas de l'effet d'annonce? Voilà. Alors, tu veux un joker? Non, pas du tout. Non, pour le coup, c'est une question hyper importante. Et je pense que les marques ont cette responsabilité en fait. Ok, vous voulez venir jouer dans notre cours, bah alors apprenez à le faire. Et si c'est juste pour acheter un Bored Ape ou une collection X ou Y, que ce soit une Land ou autre, faites-le bien en fait. Parce que vous avez beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner en fait si jamais vous le faites pas correctement. Donc prenez une Land, imaginez, mettez des créatifs autour de la table, réfléchissez à ce que vous pouvez proposer. À l'expérience. Exactement. Et derrière, parce que l'utilisateur, s'il charge votre expérience et que c'est pour partir au bout de 10 minutes, il reviendra plus. Ça sert à rien. Ouais, il reviendra plus. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, on dit qu'ils achètent ça en prévision pour dans 2 ans, dans 3 ans, pour vraiment développer quelque chose. Parce que le métavers, est-ce que c'est vraiment l'avènement, est-ce que c'est pour dans 2 ans ou pour dans 10 ans en fait, on ne sait pas. Sandbox, j'imagine que vous espérez que ce soit l'année prochaine. Mais encore faudrait-il que la bêta soit ouverte très prochainement. Bah, là pour le coup, l'alpha qui était live le mois dernier a été live
tout le monde. Donc tout le monde, tout utilisateur qui télécharge gratuitement de Sandbox, Et tout propriétaire de land, du coup. n'importe qui, Ok. n'importe quel joueur qui télécharge le client du jeu peut venir voir ce qu'est le métaverse. Ok. Donc fondamentalement, c'est déjà dispo. Ça ne veut pas dire que là il est fermé à date, mais en fait on est en train d'ouvrir petit à petit. Entre l'itération 1 et l'itération 2, il y a eu 2 fois plus d'expérience. On n'avait que 5 000 personnes qui pouvaient accéder aux expériences lors de l'alpha 1. Aujourd'hui, on est complètement illimité. Donc déjà, en fait, ça permet d'ouvrir petit à petit les portes de notre univers. Ça permet, jusqu'à présent, effectivement, on a surtout des expériences qui ont été développées par Sandbox ou alors par des partenaires très proches qui ont été rendus disponibles. Dans la prochaine alpha, on devrait voir beaucoup plus d'expériences externes avec des partenaires importants, des marques, Mais là, etc. tu parles de 2022, là, tu parles là dans les mois qui viennent. Non mais là, on parle pas dans 10 ans. C'est ça. Ok. Non, clairement. Tout à fait. Très intéressant. Moi j'ai une question sur les concurrents, parce que je suis les métavers depuis 1 an et demi. J'ai vu très bien que CryptoVoxel s'est vraiment spécialisé, très arty. Il y a vraiment beaucoup de galeries. Moi j'ai exposé dans une galerie, la galerie Schwab, qui est à Paris, qui a une galerie physique depuis longtemps, mais qui a acheté un espace dans CryptoVoxel. J'ai remarqué que Decentraland, il y a eu la Fashion Week qu'on a suivi avec Claudia à fond. J'ai l'impression qu'ils vont plus vers le branding, vraiment les marques de luxe. Mais vous aussi en même temps. Il y a Somnium Space, il y a pas mal d'autres expériences intéressantes d'ailleurs. Est-ce que toi tu penses que Sandbox s'ouvre à tout le monde et puis vous verrez bien s'il y a un lead qui se prend ou s'il y a une industrie majeure qui s'installe, ou est-ce que vous avez vous envie qu'il y ait une industrie majeure en force qui arrive sur Sandbox? Alors déjà, je vais te dire, j'ai parlé du premier aspect qui est toutes ces autres plateformes. Ouais. Tant mieux. Oui, bien sûr, ça développe. Franchement, on a tout à gagner. Que les gens testent, que les gens comprennent, que les gens aussi aillent voir ailleurs, en fait, et que nous aussi on puisse être mis en compétition. Non mais c'est vrai, ça ne fait que du bien à un marché d'avoir de la concurrence. Donc ça, franchement, aucun sujet. Ensuite, avant de répondre à la partie verticalisation de l'industrie, ensuite, tout à l'heure on parlait rapidement d'interopérabilité. À terme, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Sébastien Borget, le fondateur de Sandbox, qui dit très clairement, on ne sera pas le seul métavers demain. Donc il faut qu'on soit en capacité de créer des ponts entre un métavers et un autre pour permettre à l'utilisateur d'avoir une expérience qui soit la plus fluide possible. C'est ça qui serait absolument génial. Exactement. C'est qu'on passe. Alors vous êtes tous sur Ethereum, déjà les plus grands, vous êtes tous sur Ethereum pour la plupart. Et du point de vue consommateur, c'est la formulation idéale. Et oui, on achète un actif digital sur un métavers et on l'amène sur l'autre. Complètement. Ouais. Bien sûr. Complètement, ce qui pourrait finalement faire sens avec un utilisateur Decentraland qui est intéressé par un asset Sandbox. C'est ça. Et qui va quand même aller l'acheter chez Sandbox pour pouvoir aussi derrière le porter ailleurs. Bien sûr. Donc ça c'est vraiment intéressant. Pour l'instant c'est pas possible, transparent. C'est pas encore possible. On a tellement de sujets chacun de notre côté internes à régler que pour le moment on est vraiment sur déjà faisons en sorte d'être bon de notre côté, et ensuite petit à petit comment on sera en capacité de s'ouvrir et de s'interconnecter. D'ailleurs techniquement rappelons que c'est pas possible parce qu'il y a des outils de développement graphique qui sont propres à chacun de vous, donc mais Sandbox a son propre outil et puis Sandbox a sa crypto-monnaie. Tu parlais du Sand tout à l'heure, on n'a pas eu le temps d'expliquer. Le Sand c'est votre crypto-monnaie qui permet d'acheter d'ailleurs, qui permet d'interagir avec les actifs chez vous, et puis des Decentraland, disons le Mana, enfin il y a chaque Moi j'ai une question. Comment on fait pour acheter demain je vais acheter un land, je fais quoi? Je t'appelle? Il y a une marketplace. Alors tu vas sur OpenSea. Oui, c'est ça. Et tu verras, il y en a plein qui sont en vente. Mais en second marché. Exactement. Ok, mais en premier marché. En premier marché, alors à peu près tous les mois,
on fait ce qu'on appelle des land sales. Ah, ok. Avec la diffusion, en fait, la mise sur le marché d'un certain nombre de landes. Il y en a disponibles. Je pensais que tout avait été acheté. Non, en fait, aujourd'hui, on a à peu près vendu 70% c'est déjà énorme, du volume global. Ouais. Donc, effectivement, ce qui veut dire qu'il ne reste que 30% Ouais. à assigner à des clients, à des marques, etc. Et vous ne pourriez pas augmenter, c'est Non. un peu comme le Bitcoin, Non, parce que sinon, on dévalorise. ruinerait en fait la valeur. Bah oui, vous changez les règles du jeu Exactement. en cours de route. Ouais. Sachant que le smart contract indique bien une supply, et cette supply est de 166 464. C'est dans le smart contract, donc le bout de code qui régit Exactement. toute la Et qui met à jour, en fait, dès qu'il y a un achat, la propriété, Ouais. etc., de ce bout de land. Mais donc c'est quand même basé sur le mécanisme premier de la Bitcoin. La blockchain, en fait, aussi Ouais. assure en fait, à l'utilisateur le fait qu'il n'y en aura pas un de plus ni un de moins. Ok. Donc aujourd'hui, j'ai la possibilité d'acheter en premier marché, ponctuellement, quand ça s'ouvre, ou en second marché. Et il y a des différences de prix déjà entre le premier et le second marché. Et déjà, ça a pris de la valeur sur le second marché. Ah oui, largement. Ah oui. Oui. Une land en marché primaire s'achète 1001 sand. Qui correspond à combien de dollars ou d'euros? Le sand, à l'heure où on se parle, est à 3,5 $. Ouais. Donc ça fait 3505 dollars, pardon. Le land. Le land. Ok. Là où aujourd'hui tu vas plutôt tourner autour de 2,7, 2,4, 3 Ethers. L'Ether étant à 3400 $. Tu as plus de 10 000 € aujourd'hui le bout de land. Ok. Et est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui des gens qui font de la, j'imagine que oui, qui font de la spéculation, Bien qui sûr. achètent et qui attendent et oui. Donc le land a fait x3, pour résumer, En quelque sorte, ouais. en quelque En sorte. combien de temps? C'est compliqué à dire parce que enfin, En un an. Sandbox vend des lands, ouais, c'est ça. Si on devait caricaturer, c'est à peu près sur un an. Mais en réalité, le gros bump a eu lieu en octobre-novembre, quand on a annoncé notre levée de fonds et que Meta est sorti du bois Bien aussi. Enfin, donc voilà. C'est vrai que on avait presque oublié que cette décision de Zuckerberg de changer Facebook en Meta Amplifié terriblement. a donné un coup de boost mais phénoménal au métavers. clairement. Enfin, clairement, oui. Ah oui, tout le marché en a profité Ouais. énormément. On peut le critiquer, mais il avait déjà fait ça avec Libra, qui finalement n'est abouti à rien, mais enfin ou quasi rien, mais il envoie des signaux qui sont très puissants et qui impactent le marché et la dynamique. Il y a beaucoup de bruit. Et la dynamique du développement du business sur ces écosystèmes. Franchement, je pense assez certainement qu'on n'en serait pas là aujourd'hui Ah oui. s'il n'avait pas annoncé Meta. Ouais. Ouais. Et enfin voilà, faut être aussi honnête à certains moments. C'est parce que ce monsieur a fait autant de bruit que les gens sont venus s'intéresser à nous aussi. Oui, effectivement, il y a la levée qui joue aussi pas mal, etc. Mais pas forcément dans les volumes dont on parle aujourd'hui. Oui, puis c'est la synchronicité. C'est et Meta et la levée de fonds. D'ailleurs, vous avez levé. D'ailleurs, vous êtes une entreprise française. Alors, Sébastien Borget est français, toi tu es français. Alors souvent on entend ça, c'est le métavers français cocorico. Quelle est la réalité de ça? Quand vous levez de l'argent, on dit bingo, la France, une des licornes françaises a levé de l'argent, etc. Quelle est la réalité de ça? Alors, on n'est pas une boîte française. Ouais. Ah non. Non. On a des bureaux à Paris, Ok. à Lyon, mais on n'est pas pour autant une boîte située Lyon. en France. Alors le fondateur est français. Les deux fondateurs Les sont deux français. fondateurs. Ouais. L'un vit à Buenos Aires, l'autre en région parisienne. Mais on se veut vraiment être une société internationale. Le capital est international. Exactement. Ouais. Il y a très peu d'investisseurs français, je crois, au capital, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on cherche à agglomérer un maximum de marques étrangères pour conquérir en fait un maximum de gens. De marché, oui, tout à fait. Ouais. Et j'ai encore une autre question. Est-ce que je peux louer un land? Pas pour le moment. Mais sur le second marché, tu crois que je peux? Alors en fait, ça demanderait un smart contract externe. Donc Additionnel. ça peut être possible, Ok. mais ce ne serait pas hébergé sur notre smart contract à nous. Ouais. Mais ce que j'aimais bien quand tu parlais de l'émergence de nouveaux métiers pour
créer les expériences dans le métaverse. Peut-être que dans l'immobilier, il y a aussi des nouveaux métiers à développer et à créer. Ah oui, complètement. On peut imaginer des architectes d'intérieur, des architectes de bâtiments. On va avoir des hôtes, d'expérience qui vont être là pour animer en fait une expérience et faire en sorte que l'utilisateur soit aiguillé, un peu comme un tour opérateur qui va vous faire le tour d'un pâté de maison à Lisbonne par exemple, en vous expliquant qu'à tel endroit il y a ça, etc. Et donc on pourrait imaginer la même chose dans le métaverse. Donc oui, on est en train de créer tout un tas de besoins en fait qui sont en train d'émerger et de métiers. Et derrière en fait des gens pour répondre à ces besoins. Et surtout on peut créer sans compétences informatiques. Comme toi tu dis, moi je dis c'est drag and drop, vous avez des cubes. C'est quasiment ça. Comme du Lego quoi. Vous avez des cubes de couleurs, vous assemblez les cubes. Faut juste avoir des idées en fait. Exactement. C'est le plus dur d'ailleurs d'avoir des idées. Oui, mais il faut avoir le cerveau en cube quand même. Hein. Et le cerveau. En tout cas, t'envoies un message, je trouve extrêmement fort, que j'adore, c'est allez-y, mais emparez-vous de ces outils, foncez de Sandbox, vous verrez. Donc, moi aussi, j'ai un peu cherché. J'ai vu qu'il y avait des tutos sur YouTube, très bien fait. Et fait par vous? Alors, pas que. Okay. Et justement, UGC. Donc, juste, je suis pas sûr d'avoir défini UGC. Non. C'est User Generated Content. Ah bah oui. Okay. Donc, effectivement, Sandbox est une plateforme UGC. La communauté crée énormément de contenu. On a aussi, nous, en interne, des gens et tout un département qu'on appelle Education, qui est là pour venir fournir des ateliers, pour venir fournir des tutoriels sur comment créer un asset, comment créer une expérience cohérente, pourquoi pas faire des behind the scenes sur comment nous on a créé des expériences assez iconiques dans notre environnement. Donc tout ça est en train d'arriver. On a une roadmap assez claire qu'on est en train de mettre en place dans les semaines qui viennent là, pour justement évangéliser et familiariser les gens avec nos outils. Démystifier. C'est ça. Ouais. Il y a déjà des médias dans le métaverse, dans Sandbox? Ah, je sais pourquoi tu poses cette question. Oui, tu me vois venir. Alors, sous quelle forme? Je sais pas, The Times a acheté un land. Ouais. Merde. Alors, on voudrait enregistrer notre podcast dans le métavers. On voudrait être le premier podcast à enregistrer donc avec nos invités qui sont à distance, au lieu de le faire par Zoom, de le faire dans le métaverse, et d'offrir la possibilité à nos auditeurs d'écouter les podcasts dans le métaverse. Alors, ne me demande pas comment on va mettre les cubes en place, je ne sais pas. Pour le moment, c'est pas possible parce que on n'a pas de flux de streaming dispo. Par contre, c'est une feature qui devrait arriver dans pas longtemps et qui nous permettra justement de faire des conférences, de faire des podcasts, de faire de la diffusion vidéo dans notre environnement. C'est génial. C'est génial. On va être les premiers. Sachant que c'est dans pas longtemps. On aimerait être les premiers parce que tu sais, nos auditeurs nous disent toujours on a l'impression d'être avec vous et d'être à côté de vous parce qu'il y a un côté un peu intimiste et un peu spontané. Et on s'est dit, mais en fait, on les inviterait bien à la table de l'enregistrement avec nos avatars et faire un enregistrement avec toi, avec Owen. Et on est tous autour de la table. Enfin, bon, on peut tout imaginer, évidemment. Et peut-être qu'on peut imaginer les choses autrement et pas forcément autour d'une table, en lévitation ou je sais pas. Mais c'est ça qui est génial avec le métavers, c'est on dit souvent sky is the limit, mais en fait, c'est votre imagination et la limite. C'est les 128 voxels qui sont la limite, en fait. Ouais. C'est tout. Ouais. Mais donc c'est presque sans limite en fait cette plateforme Sandbox. Moi je trouve ça vraiment assez fascinant et mais toi tu dois même pas avoir le temps de dormir tellement tu es en train de bâtir, de construire l'avenir. C'est tellement excitant. C'était très excitant. Et en fait au global le marché est extrêmement excitant. Ouais. En fait c'est ça je pense aussi qui est fantastique, c'est que on est un peu dans le Wild West. Oui, le Far West. Exactement. Ouais. Et en fait, il se passe plein de choses chez Sandbox et dans plein d'autres sociétés. Oui, en plus, tu as une place complètement pivot 360 où tu as toutes les informations passent par toi. Enfin, et en fait, effectivement, le sujet aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qui est faisable et probablement que ce qu'on sait aujourd'hui de ce qui est faisable, dans un an,
et dans 5 ans n'aura rien à voir. Ouais. Et c'est ça qui est génial en fait. C'est de te dire, on est vraiment à l'orée de tout ça. Et comment moi, en tant que jeune de 27 ans, je peux participer à cette la construction du monde. révolution, à ce, même si c'est pas forcément un terme que j'aime spécialement utiliser, mais voilà, à cette fantastique aventure. Magnifique, oui. Il y a des femmes chez cette de Sandbox. Bien sûr. Et à quel profil? Principalement côté marketing, business. Ouais. Et après, on va en avoir un petit peu en Argentine aussi. Sur des profils, donc si on devait, ouais, exactement, si on devait verticaliser nos localisations, on a un gros département tech à Buenos Aires. Ok. On va avoir un mix assez important à Paris, plutôt tech à Lyon. Et après en Corée, c'est du business marketing uniquement pour la zone Asie. Ah oui, ok. Et vous avez l'ambition d'être combien l'année prochaine? Vous êtes 126 aujourd'hui? 160. 160, oui. Non. Très dur à dire. En octobre, on a été 90. On est tout début avril, on est 170. Ouais. Je pense qu'on va minimum doubler nos effectifs. Et je pense que c'est largement un minimum. Oui, puis il y a beaucoup d'effets d'annonce. On sait un peu dans le petit milieu du Web3 que vous allez sortir beaucoup d'annonces, qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à vous, des stars dans l'entertainment, dans le business, dans le retail. Il y a beaucoup de marques qui s'intéressent à vous. Rémi, on va pas prendre plus de temps parce que je sais que demain, c'est les 2 jours de conférence qui commencent. Grosse journée et on a fait 1 heure. Et on a fait déjà 1 heure. Et on fera encore bien. Ouais, c'était... Ça passe vite parce que... Speedy Gonzalez. On aurait encore plein de choses à se dire. Moi, j'ai encore plein de questions pour toi, mais bon, c'est par rapport à une prochaine fois. Ce qui est chouette, c'est ce que tu expliques, c'est qu'en fait, les choses vont évoluer et on peut refaire un podcast dans 6 mois, dans 1 an, en fonction du développement. Je trouve que tu en parles bien, tu en parles clairement. Ouais. C'est compréhensible, ce qui n'est pas toujours le cas, et ça donne envie, vraiment. Donc, maintenant, qu'est-ce que doivent faire nos auditeurs? Si tu as écouté tous les podcasts, on a un rituel, c'est de nous mettre 5 étoiles quand vous écoutez le podcast parce que ça nous aide dans les algorithmes. Donc, effectivement, on veut faire comprendre à nos auditeurs que c'est très important de nous mettre des étoiles. Tu trouves qu'on a raison de dire ça ou pas? Ah bah évidemment. Ah ouais, à fond. Ah non, mais en plus c'est vrai. En plus c'est vrai, c'est 5 étoiles cet épisode. Un avis, ça aussi ça compte. Et alors, je dis toujours qu'en fait, il y a des petites anecdotes qui se font autour des... Il y a des choses qui se passent autour des enregistrements. Et donc, si vous voulez être tenu au courant, vous mettez votre petite adresse mail sur notre site internet. Notre site internet nftbusiness.tech. Voilà. Et si vous avez des projets NFT, si vous avez des questions sur les métavers, si vous avez besoin d'être accompagné sur des projets, n'hésitez pas à nous appeler et on vous renverra vers les bonnes personnes, les meilleures, puisqu'on n'accueille que les meilleurs sur notre podcast. Et on mettra les liens de Rémi. Rémi qu'on trouve aussi sur Rémi Bompard sur LinkedIn, enfin sur les réseaux sociaux en général. Oui, on mettra tous les liens. Vraiment, voilà. Rémi, merci à toi. Un grand merci à tous les deux. C'était un plaisir, vraiment un plaisir. Voilà, et bonne chance pour demain. Merci beaucoup. À très vite.